première phase, il y a une équipe à Saint-Benoît qui a composé de thérapeutes, je fais simple, qui est confronté, qui est sollicité pour intervenir auprès des gens qui rencontrent de difficultés sociales, et ensuite, difficultés économiques également, et confinement, etc. C'était quoi la fiche de mission ? C'était aider et trouver des dispositifs d'accompagnement pour toutes ces personnes qui étaient en grande situation. Au départ, c'était uniquement de la précarité économique. Mais en fait, il y avait des situations de vulnérabilité de tous ordres, familiale, sociale, éducative, etc. Quand je dis à Saint-Benoît, nous étions évidemment à Bras-Fusil. Nous étions dans d'autres quartiers Europe, etc. Nous étions également à Sainte-Anne. Il y avait des systèmes de permanence. Moi, j'étais choqué par les situations qu'on était amenés à découvrir. Il y avait des situations, je demandais si le temps ne s'était pas arrêté à Saint-Benoît pour certaines parties de la population que nous avions rencontrées au milieu des années 50. Enfin, c'est des situations qui étaient totalement... Enfin, moi, je suis né au milieu des années 50, donc j'ai pas eu à aller... j'ai vu les choses évoluer ensuite, etc. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'avais vu ces situations dans des ouvrages. Quand vous prenez ça, quand vous heurtez à cela, je ne peux pas dire vous prenez ça en pleine figure, parce que c'est eux qui d'abord subissent tout ça. Donc quand vous heurtez à cela, quand vous découvrez tout cela, vous vous dites mais c'est pas possible. Le Saint-Benoît n'est quand même pas sorti de l'histoire, il n'est pas sorti du temps. Donc quoi ça fait penser aux années 50 ? Parce que l'habitat n'est plus du tout le même. On va revenir sur l'habitat si vous voulez, sur la taille des familles, sur la situation des familles. Je voyais des familles là, je ne veux pas rentrer dans les termes, mais je voyais des familles là, mais je me dis, c'est inimaginable, ce mode de fonctionnement. Alors donc, j'insiste sur le fait qu'il y avait une méconnaissance et une difficulté d'orientation, de contact avec tout ce qui faisait, tout ce qui fait la règle d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc les administrations, les staffs, etc. Donc notre travail a été ensuite de voir avec le CCAS, que j'ai découvert quand même un fonctionnement extraordinaire d'une municipalité qui a été, mettez ou mettez pas, je m'en fiche, qui a été socialiste pendant 25 ans. J'ai trouvé ça extraordinaire comme fonctionnement. Pour faire appel à vous, ils avaient dû faire un diagnostic. Ben oui. C'était quoi ce qui avait un peu déclenché il y avait eu déjà des événements, des émeutes ou des Non, il n'y avait pas d'émeutes, mais il y avait des situations, il y avait des personnes qui étaient en grande situation de fragilité, de fragilité, qui ne pouvaient pas à la fin, etc. Il y avait des situations de misère dans les choses que j'ai découvertes. Donc, c'est la façon dont ces grands ensembles ont été conçus, quoi. C'est incroyable. Alors, sur un plan architectural, sur un plan de l'occupation, on va y mettre des gens dans ces grands ensembles. Mais je ne sais pas quelles étaient les logiques, ou je préfère ne pas imaginer, quelles étaient les logiques et les conséquences des choix qui ont été faits, qui n'ont pas été exposés, et qui ont débouché sur ces grands ensembles. Comment les gens peuvent vivre dans des grands ensembles de cette manière ? C'est-à-dire, ça ressemble à quoi ? Il n'y a aucune intimité. Vous avez des blocs qui donnent sur l'autre. Allez voir Bras-Fusil. Donc, vous n'avez pas de place, vous n'avez pas de lieu. Donc, nous étions au pied dans un des bâtiments, mais personne ne les fréquentait, ces bâtiments. Donc, quand vous sortiez de ce rond-point pour rentrer via Bracanotte par Bras-Fusil, on avait l'impression que le temps s'était arrêté. La Réunion, elle tombe pas du nid. Exactement. Il y a eu les émeutes du Chaudron au début des années 90. C'était construit quand ces immeubles ou pas ? Je ne peux pas vous dire, mais je pense que c'est dans les années 90. Les émeutes, comme vous dites, n'ont pas démarré dans les années 90. L'une des premières émeutes était celle des années 70, 1973 très exactement. Et donc, d'ailleurs, à cette époque, le Chaudron n'était pas encore stigmatisé, parce qu'on ne parlait pas des émeutes du Chaudron, on parlait des émeutes de Saint-Clotilde, en passant. Donc, on voit comment après les mécaniques s'instaurent, parce que ça va faire une liaison avec le terme banlieue que vous utilisiez tout à l'heure. Bon, quand
Le chaudron, c'est quoi? Le chaudron, la cigaire, etc. C'est quoi? Et aussi au port. C'est des habitats modernes, construits pour accueillir des populations qui viennent d'ailleurs. Je fais simple. La Réunion est rurale. Donc qui viennent des Hauts-de-Saint-Paul. La crise du géranium, la crise de la canne, les difficultés d'équipement dans les Hauts, et ça draine des gens qui viennent pour partie des Hauts de l'Ouest, sans doute aussi pour partie de l'Est, je reste sur le chaudron. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des associations d'éducation populaire que je mentionnais tout à l'heure, pour apprendre aux gens à vivre dans des collectifs. À les utiliser, à prendre possession, à s'approprier tout cela. Donc, vous étiez en train de me dire, il y a eu des expériences. La réponse est oui. Et vous étiez en train de dire, mais pour autant, on ne tire pas on aurait pu tirer les conséquences ou les leçons de ce qui a été fait. Quand arrivent les émeutes, on va comprendre que ces collectifs-là, que cette animation, elle est les premières émeutes, je ne parle pas de celle de Saint-Denis avec Annette et qu'on sort plus tard après. Donc, quand arrivent les premières émeutes, on va comprendre que l'éducation populaire doit s'accompagner également dans les missions qui sont les siennes, d'un accompagnement des jeunes. On n'en a pas. Vous n'y étiez pas. Moi, je les ai vus. Donc, on a embarqué les 3 compagnies de CRS de Saint-Denis pour animer des stages à la Saline. Et donc, pour sortir les jeunes, à cette époque, c'était 2 mois de vacances, 2 mois de vacances scolaires, donc du 20 décembre en gros au 28 février, pour pouvoir développer ces programmes-là. Et on décide de quoi? On décide justement de développer l'éducation populaire, donc de mettre l'accent sur, je passe des FRANCA, des CMEA, la Fédération des œuvres laïques et de tous les autres, pour doter le territoire, pour doter l'île, c'est comme ça qu'on l'appelait, pour doter l'île ou le territoire de jeunes gens et de jeunes filles qui sont formés, qui sont capables de prendre en charge. Mais tout ça on le sait, mais tout ça est passé par-dessus bord. Donc, où est l'éducation populaire dans cette affaire? L'éducation populaire n'est pas morte de sa belle mort. C'est pas le Covid qui l'a enterrée. On laisse des jeunes gens dans une déshérence totale, dans des équipements qui sont sans doute modernes, dont vous voyez régulièrement à la télévision, mais là, je peux rien dire là-dessus parce que c'est pas mon domaine, j'ai pas réfléchi là-dessus, j'ai pas creusé cette affaire, mais je vois à la télévision, je vois ce que vous rapportez les uns et les autres, qui sont bidonvillisés dans des temps records, ce qui pose des problèmes à nouveau de toutes ces constructions et des choix qui s'opèrent. Comment expliquer qu'il y a une bidonvillisation aussi rapide de ces équipements qui sortent de terre? Dans cette île, la pauvreté est consubstantielle à l'histoire de l'île. Elle structure l'histoire de l'île, la question de la pauvreté. Mais les processus migratoires, ces processus-là sont également la conséquence de cette pauvreté consubstantielle de l'histoire de l'île. Parce qu'on peut la faire remonter avec le peuplement de l'île Maurice, dont il se garde de dire qu'il vient d'ici, avec Rodrigue, avec les Seychelles et avec Madagascar, et avec la Sakaï après. Donc on a toute cette affaire. La différence, que personne n'en parle, parce que soit on ne veut pas en parler, soit on a peur d'en parler, soit on semble l'ignorer. C'est que jamais, donc dans cette migration, on va faire partir des gens. Et on va faire partir des jeunes. Ça donne la Creuse. Ça donne entre autres les phénomènes et les difficultés qu'on a connus, qu'on baptise de façon absolument inappropriée enfants de la Creuse. C'est pas mon propos. Jamais dans l'histoire de cette île où on a fait partir des gens, alors que dans le même temps, on faisait venir des gens, des esclaves, des engagés, des gens qui n'avaient ni statut d'esclave, ni statut d'engagé, mais qui arrivaient ici libres pour s'installer. Donc eux, ils sont à part parce qu'ils ne rentraient pas dans un processus migratoire de sollicitation
et donc d'introduction de population justifiée par des besoins économiques, etc. Jamais dans cette île, on a fait venir des enfants. Jamais. Les enfants, on les a fait partir. Depuis une quinzaine d'années, vous le savez, nous le savons tous, vous avez, venant de l'océan Indien, dans une façon plus majoritaire des Comores et des Mayotte, un mouvement migratoire d'enfants venant s'installer à La Réunion. Donc, à Saint-Benoît, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les proportions que ça prenait, je me suis dit, mais comment cela est possible? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ces enfants qui sont de nationalité française, qui n'ont pas de culture francophone, donc je rentre pas sur la situation particulière de Mayotte et son arrivée dans le cadre institutionnel départemental, c'est pas mon propos. Donc arrive avec dans des conditions migratoires peu connues, assez confuses, et se retrouve ici, dans différents endroits de cette île, dont à Saint-Benoît, mais après on peut s'éloigner de Saint-Benoît, et donc ces personnes qui viennent de Mayotte et des Comores, c'est une autre culture, c'est un autre mode d'habitat, c'est un autre mode de fonctionnement. Bon, mon propos n'est pas de dire il n'y a pas à les autoriser à lire, parce que je pense que les mécanismes juridiques ne permettent pas d'interdire de la venue sans français. Donc les mouvements entre départements français sont autorisés. Donc il n'y a pas de difficulté. Je vais pas sur ce système-là. Je reste sur un système sociologique d'accompagnement et donc et d'éducation populaire. Donc ce qui avait été mis en place, donc du coup je boucle avec ce qui avait été mis en place dans les années 60, qui s'est poursuivi jusqu'aux années 83, parce que bon, avec après, en plus de l'éducation populaire, ce qui était mis en place dans le cadre de ce qu'on appelle les éducateurs de rue, avec ce qui était alors à l'époque la direction des affaires sociales, qui est devenue l'ARS depuis. Donc, ce qu'on avait fait pour des gens de la Réunion, venant de d'autres quartiers de la Réunion, des milieux hauts, et les apprendre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les apprendre à vivre dans des collectifs, eh bien, ne pensez-vous pas que ça aurait été aussi une des priorités de pouvoir accompagner ces questions, ces populations qui, de surcroît, ou en plus, étaient dans des cultures qui étaient ils sont de nationalité française, mais dans des rapports avec un mode de vie, avec une culture, avec un fonctionnement. Une langue différente. Tout à fait étranger. Les professionnels qui ont à gérer cela sont toujours laissés dans des situations à un moment d'épuisement, et parce que eux-mêmes déjà ont besoin d'être accompagnés. Sont livrés à eux-mêmes à essayer de trouver des solutions pour faire face aux misères et aux difficultés insurmontables qu'ils voient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'argent. Alors, que vient faire l'argent dans cette période? Donc, il y a des crédits qui arrivent. Il y a des crédits, donc c'est inexact de dire que nous n'avons pas de ressources financières nécessaires. Donc, ça génère un certain nombre d'attitudes et de conduites, parce que, en fait, il n'y a absolument pas de données quantitatives, et le plus souvent, et surtout qualitative, sur tous ces phénomènes. Donc on y va de son humeur, on y va de son instrumentalisation, on y va de propos de cafés de commerce qui, s'ils n'engageaient pas, s'ils étaient simplement ceux de citoyens ordinaires, exprimant à la volée un certain nombre de jugements à l'emporte-pièce ou de déclarations péremptoires, ça fait partie de la vie ordinaire, sauf que ces propos péremptoires, ces propos à la volée, quand ils sont portés par des responsables qui rentrent dans une chaîne de causalité sur des situations que nous venons de décrire, posent un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas de données qualitatives.
il n'y a pas d'études. Comment on définit une politique, comment on définit des dispositifs d'accompagnement, quand il n'y a pas d'études. Quand ce qui sert d'étude, c'est du blabla, c'est des propos incantatoires dans tous les domaines. Donc finalement, sur le terrain, il y a quoi? Il y a l'école qui fait ce qu'elle peut, et dans ce domaine, c'est elle qui est présente. C'est elle qui est présente. Il y a l'école. Il y a les travailleurs sociaux, livrés à eux-mêmes. Parce que, je vais revenir là-dessus. Et il y a les gendarmes. Il y a quand même des travailleurs sociaux, des éducateurs. Oui. Qui fonctionnent avec qui travaillent, fonctionner n'est pas le terme, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Mais que sait-on des dynamiques migratoires qui amènent je vais me resserrer sur des aspects maorais, etc. Que sait-on des dynamiques migratoires qui les amènent ici? Que sait-on de leur mode d'organisation avant migration? Que sait-on de leur prise en charge à Saint-Benoît, à Saint-Denis et ailleurs? Et après, comment voulez-vous que ça ne génère pas à la fois des tensions et des difficultés? Mais ces tensions et ces difficultés, ceux qui sont en responsabilité ont un devoir de les prendre en compte et d'essayer de les comprendre pour pouvoir intervenir, pour pouvoir bâtir des dispositifs d'accompagnement pour que ce soit sur un plan éducatif, que ce soit sur un plan social, que ce soit sur un plan scolaire. Regardez la population de ce qu'on appelle les SECPA, section d'enseignement généralisé professionnel adapté. Pendant longtemps, j'espère que c'est plus complètement le cas, ou encore que, bon, mais il vaut mieux être optimiste. Bon, mais mon optimisme est quand même très mesuré. On y a envoyé tous les jeunes venant de Mayotte. Enfin, pour faire simple, on a envoyé des élèves maorais. Pourquoi? Parce que ces élèves posaient des difficultés dans les classes où ils étaient. Ils posaient des difficultés pourquoi? Non pas parce qu'ils avaient des troubles cognitifs particuliers ou aggravés. Ils posaient des difficultés parce que la question de l'enseignement, la question de parce que, qui plus est, adapté. Donc la question de l'enseignement, la question de ce qui se fait dans des classes, de leur accueil, des apprentissages, eh bien, on faisait mine de ne pas comprendre qu'ils étaient dans des cultures qui étaient tout à fait différentes et assez éloignées de la culture scolaire. Actuellement, il y a une étude en cours sur la compréhension des modèles familiaux de ces populations qui arrivent, que l'éducation nationale appelle dans son vocabulaire fleuri élèves allophones. Donc allophone parce que étant éloigné de la culture francophone. Donc je travaille sur ces questions je travaille sur ces questions avec des gens de l'éducation nationale pour mieux accueillir, mieux comprendre d'abord basiquement, qui sont ces familles, dans quelle situation vivent-elles, comment se sont-elles retrouvées ici, parce qu'il y a des choses qui sont... comment se sont-elles retrouvées ici, comment les rapprocher de l'école, parce que c'est le but de l'éducation nationale, c'est la mission de l'éducation nationale, donc de dispenser l'enseignement. Donc comment faire en sorte qu'elles se rapprochent de l'institution et quelles sont les méthodes d'accompagnement très concrètes qu'il faut mettre en œuvre pour leur permettre d'avoir une scolarité et d'avoir des apprentissages qui sont satisfaisants et qui leur permettent après de faire ce qu'ils auront à faire. Mais j'insiste sur le fait qu'on a une méconnaissance profonde du mode de fonctionnement de la culture mahoraise comorienne. On a une ignorance profonde.
par le passé, il y avait effectivement des venues migratoires des îles de l'océan Indien, dont des Comores et de Mayotte, soit du côté de l'esclavage, mais pas la peine de remonter si loin, soit du côté de l'engagisme, puisqu'il y a des engagés comoriens qui sont venus, qui sont installés, mais ces phénomènes migratoires-là ne sont pas du tout, ces dynamiques migratoires ne concernent absolument pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce ne sont pas les mêmes mécanismes, et c'était pas non plus, de toute façon c'était une colonie à l'époque, les modes d'intégration et d'accueil, paradoxalement, peut-être, étaient-ils plus présents que dans la réunion départementale et décentralisée d'aujourd'hui. C'est pas le moindre des paradoxes. Donc ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes. Donc nous ne connaissons peu de choses des dynamiques migratoires. Nous ne connaissons absolument pas, enfin peu de choses, relativisons, peu de choses des modèles culturels. Nous connaissons peu de choses de l'accompagnement et de la prise en charge dans leur arrivée ici par les institutions, par leurs compatriotes, par les groupes, etc., des modalités de prise en charge. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. De jeunes gens qui sont revenus à Mayotte, ayant grandi, nés pour beaucoup d'entre eux, ou du moins pour un certain nombre d'entre eux, parce qu'il faudrait faire une étude à Mayotte, nés pour un certain nombre d'entre eux dans les banlieues françaises, et qui vont amener à Mayotte des modes d'organisation et des modes d'intervention, des modes de présence et de conflits, de gestion de conflits, qui n'étaient pas ce que Mayotte connaissait jusqu'aux années récentes. Donc, en clair, venant pour une bonne part de Marseille, et d'ailleurs, mais ça c'est sous couvert d'approfondissement pour voir la part dans ces conflits, dans ces débats qui existent aujourd'hui à Mayotte, qui sont ces meneurs, d'où viennent-ils, quels sont leurs, comment, où ont-ils été socialisés, parce que c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que je découvre? Que souvent un certain nombre des personnes qui tenaient le pignon sur rue sur l'immigration clandestine étaient, pour certaines d'entre elles, les mêmes qui faisaient travailler. Oh ben ça aussi, ça se raconte sur Mayotte, sur les Mahorais qui se mettent après les clandestins, mais qui les exploitent. Et qui disaient, et donc, parce que j'avais une étudiante qui était une Langeonnaise, qui entre-temps était devenue nationalité française, etc. Hein, donc qui disait que, c'est ce qu'elle m'a rapporté, il disait que quand ils avaient donc menacé de porter plainte pour les conditions de travail qui étaient les leurs, les employeurs leur disaient « Ah bon ? Expulsé. Je vais te dénoncer parce que c'est moi qui t'ai gardé les papiers. » Où sont les matrices d'intégration? Le travail en est une matrice d'intégration. Parce que l'usine dont on peut dire que c'était beaucoup d'exploitation, enfin l'usine et les camps qui allaient avec, mais c'était quand même néanmoins une matrice d'intégration. Bon, malgré les difficultés qu'il y avait. Donc le travail, les syndicats, les partis politiques, les mouvements d'éducation. Un certain nombre de ces structures connaissent beaucoup de crises et de difficultés. Donc ça, c'est pas pour nier ce que vous venez de me dire, mais c'est pour vous faire remarquer que les matrices d'intégration sont pour certaines d'entre elles, sont en crise ou connaissent des défaillances. Il reste le sport, pour les très jeunes, le sport et l'école. Exactement, le sport et l'école. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il reste l'école. Enfin, c'est quand même une situation incroyable. Il reste l'école. Tous ces mouvements d'éducation sportive, tous ces mouvements de socialisation de ces jeunes, qui étaient quoi? Qui étaient des lieux de mixité, de facto, qui étaient des lieux donc d'intégration, pour reprendre le terme, de socialisation. Donc ces lieux-là sont pour certains d'entre eux complètement en voie de faillite ou de liquidation, et pour d'autres en crise. Donc du coup, il reste effectivement les familles. Il reste les familles, mais il reste les familles avec une autre donne qui est que, eh bien,
le cadre général, crise, chômage, difficulté de joindre les deux bouts. Donc tout ça fait des conditions qui ne sont pas très favorables à des processus d'intégration. Donc quand il y a des tensions qui se produisent, bah, ça donne forcément ces dérapages. Je ne cherche pas à les excuser, comme dit notre crétin de Valls, mais à expliquer ce qui se produit. Quelle est la priorité? Bah, c'est d'étudier cela, non pas dans un procès, dans une dimension uniquement, dans une dimension spéculative, mais c'est pour agir. Donc, on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître. C'est par la connaissance qu'on va pouvoir mieux adapter, construire des démarches dont seront profitables immédiatement les populations qui sont en déshérence pour les jeunes, en vulnérabilité cumulée pour un certain nombre d'adultes et dans des situations d'emploi que vous connaissez et de situations sociales que vous connaissez. Bon, de façon très cynique, un politicien, quelqu'un qui est au pouvoir ou qui va réclamer le pouvoir lors des prochaines élections, il a peut-être plus intérêt à surfer sur les vagues actuelles qui sont la vague du Karcher, quoi, la vague de Zemmour, la vague du racisme, pour être élu, plutôt que la vague du travailleur social, de l'éducateur. Exactement. Donc avec une double difficulté, parce que ceux-là même qui nous sortent le Karcher, ou qui reprennent ces métaphores ou ces images, ou qui sortent sur cette vague, comme vous dites, ce sont en partie ceux-là même qui souvent étaient en responsabilité quand ils ont laissé prendre un certain nombre d'initiatives, quand ils ont laissé faire un certain nombre d'organisations qui nous produisent les difficultés d'aujourd'hui. Les difficultés d'aujourd'hui, elles ne sont pas nées du confinement. Les difficultés d'aujourd'hui, le confinement, c'est un secret de polichinelle qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des familles qui avaient des difficultés. Moi, c'était la première chose que j'aurais dit quand je les ai vus. Ils m'expliquent que le confinement a révélé, le confinement. Je dis, mais mes amis, nous ne vivons pas sur la même planète, mais ce que vous êtes en train de décrire là, elles sont connues. Ces descriptions, ces difficultés sont connues. Vous avez l'air de découvrir la Lune en vous rendant compte que vous avez des gens qui ont des difficultés sociales, qui ont des difficultés cumulées sur les enfants, sur l'insertion, sur les logements. Ils étaient là. Jusqu'aux années 80, les marchands de sommeil étaient cases, des bidonvilles, des cases très délabrées, etc., qui exploitaient la misère humaine et en offrant à des tarifs prohibitifs dans des conditions scandaleuses leurs compatriotes qui avaient des difficultés à se loger. Mais aujourd'hui, beaucoup de marchands de sommeil sont installés dans des logements collectifs. Hein. Bah oui, donc là il y a un problème. Après, là il y a un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est les privés, c'est les propriétaires privés, ou vous laissez entendre que les bailleurs sociaux c'était un peu comparable aux marchands de sommeil? Non, je ne dis pas que les bailleurs sociaux sont comparables aux marchands de sommeil. Je dis qu'il y a dans la gestion des parcs publics un certain nombre de pratiques qu'on a laissé installer qui s'apparentent à celles des marchands de sommeil, avec des sous-locations et des exploitations de gens qui arrivent et qui sont plus en situation de demande et de précarité bien plus grande. Quand sur d'autres territoires, vous-même vous créez les conditions de ghettoisation, c'est vous qui les avez créées. Donc vous n'avez pas à accuser ceux qui y sont. Comment, par les mouvements d'accueil, les attributions, etc., comment vous avez laissé faire tout ça sans accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Forcément que vous allez construire des ghettos. Alors, on avait démarré en disant banlieue, vous disiez banlieue. Alors, effectivement, si rien n'est fait,
Bon, je vais je vais prendre ce néologisme, il est un peu affreux, mais enfin, il mérite d'être clair. Si rien n'est fait, on va aller vers une banlieusisation d'un certain nombre de communes à La Réunion, ça c'est clair. Donc, avec des tensions, des tensions et des conflits certainement bien plus conséquents. Donc ça, c'est parce que on va aller enquister un certain nombre de gens dans des. Quand vous faites des constructions sans vous préoccuper de ce que vous allez faire pour accompagner ces gens qui vont arriver, pour vous assurer les desserts de ces territoires. Comment vous faites? Les gens sont prisonniers de ces situations. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on est en train de dire, le fric y est. Les crédits y sont. Les crédits y sont. Bah, appliquons-les. Bon, pourquoi faire? Quel est le lien avec le territoire? Et ça revient à la question à ce que je vous disais tout à l'heure. Comment, ça interroge aussi l'université, ça interroge d'autres structures. Donc, comment on peut bâtir, arrêter des positions, c'est-à-dire arrêter des choix qui nous engagent. Comment on arrête des choix qui nous engagent? Enfin, c'est les élus. Comment ils arrêtent des choix qui engagent, nous, le territoire, pour des décennies, si on ne se préoccupe pas si on se donne pas les moyens d'avoir une connaissance du territoire. Tous ces jeunes qui sont en SECPA vont se retrouver affectés dans des orientations par défaut, maoré ou pas maoré, ce que vous disiez tout à l'heure, et donc décrochage. Donc alors en plus sur ce greffe le fait que tu habites Saint-Paul, mais tu habites Saint-Benoît, mais tu es au lycée hôtelier à Saint-Paul. Donc il décroche. Quand on fait ce vote référendaire, tout le droit international impose que le décompte soit un décompte global. Chirac se saisit de ça pour instrumentaliser une guerre supplémentaire, un pic supplémentaire contre Giscard d'Estaing, obtient que ce décompte soit fait régionalement. De mémoire, il y a 30 000 électeurs à ce moment-là à Mayotte, donc d'un côté comme de l'autre, ils ont dû bourrer les urnes, en tout cas, Mayotte certainement, ils ont dû bourrer les urnes, donc ça a donné ce résultat. Et donc, aujourd'hui, ça se retourne, une décision politicienne électoraliste, ça se retourne contre la France. C'est ingérable, ce truc.